Bonjour à toutes et tous et donc bienvenue au webinaire de la chaire Eau, Agriculture et Changement climatique. Donc pour un cycle de webinaires intitulé À l'ère de l'Anthropocène, combien d'eau pour l'agriculture dans les territoires? Donc c'est un cycle de 5 webinaires qui vont se dérouler entre mars et juin. On est aujourd'hui ensemble pour le premier webinaire, donc pour 1 heure. On aura 30 minutes de présentation, 30 minutes d'échange ensuite. Donc pour la partie présentation, elle est enregistrée et elle sera diffusée sur le site de la chaire. Pour la partie échange, on vous invite à vous exprimer sur l'onglet questions-réponses que vous trouvez en bas à côté de l'onglet Partager. On vous invite à interagir au fil de l'eau au fur et à mesure des présentations. En salle, on a donc Gilles Belot, coordinateur de la chaire, et Fabien Groux, ingénieur CCEC et membre de la chaire, qui seront en charge d'animer les échanges. Donc on n'aura sûrement pas le temps de tout traiter sur le petit temps qui nous est imparti. Mais ceci étant dit, tout ce que vous pourrez faire remonter comme remarques, questionnements, sera utilisé pour alimenter les réflexions de la chaire et notamment construire un atelier de réflexion qui aura lieu en juin pour voir la manière dont on va appréhender cette question des besoins en eau actuels et futurs et l'impact sur les hydrosystèmes. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. Très bien, merci Valentine. Quelques mots sur la chaire Eau, Agriculture et Changement climatique. Alors, c'est déjà un espace de réflexion collective et d'action concertée hein, qui associe la communauté académique et scientifique, les acteurs économiques et les pouvoirs publics hein, autour de l'adaptation des territoires agricoles face aux effets du changement climatique. Voilà, j'ai le plaisir hein, d'accueillir ici dans la salle Fabien Groux, qui représente un partenaire privé au sein de la chaire avec qui on travaille. La communauté académique est représentée par notamment les intervenants d'INRAE, moi-même Institut Agro, et voilà, donc un collectif assez large. Alors, c'est un dispositif donc, qui est basé sur le mécénat, donc avec des missions d'intérêt général autour de la connaissance, l'innovation, l'échange et la formation. Donc le sujet évidemment eau, agriculture et changement climatique est très vaste, mais la chaire a choisi l'entrée des territoires et la vision pluridisciplinaire pour traiter cette question. Une ambition notamment est de produire des méthodes et outils opérationnels hein, qui répondent aux attentes des territoires et qui s'appuient sur la connaissance scientifique. Alors, donc là, on a eu un premier cycle qui s'est terminé à la fin de l'année 2025. On démarre un nouveau cycle. Nous avons ensemble, collectivement, tracé une feuille de route avec trois axes stratégiques. Un premier axe autour des ressources en eau, hein, quelles ressources en eau pour nos territoires. Un deuxième axe autour des besoins en eau pour les usages agricoles, notamment face au changement climatique. Et puis un troisième axe qui est plus intégrateur et qui va coupler les deux précédents et qui vise notamment à produire des outils et méthodes pour le partage de l'eau dans les territoires. Alors cette série de webinaires, elle vise notamment à ce dernier axe autour des outils. Et alors on a eu l'occasion de faire un colloque en octobre dernier autour des projets de territoire pour la gestion de l'eau. Et voilà, on est bien conscient que les opérateurs de terrain ont besoin d'outils pour explorer des scénarios d'évolution de l'agriculture au regard de la disponibilité en eau. Et puis en corollaire aussi, hein, évaluer l'impact de l'agriculture sur les hydrosystèmes. Alors, ce besoin d'outils, on l'avait déjà identifié au cours du premier cycle. Ça nous a amené à développer un outil Kawet hein, qui s'appuie sur des modèles assez standards, mais surtout qui utilise toute la donnée publique hein, et la donnée qui est aujourd'hui de plus en plus publique. Donc, donnée pour estimer de façon théorique des besoins en eau, donc à l'échelle des territoires. Voilà, cet outil hein, est notamment disponible sur les sites de la chaire. Alors, avec l'expertise d'un certain nombre d'équipes d'INRAE et notamment toutes celles mobilisées dans Explore 2, on souhaite aller plus loin en intégrant notamment les questions de disponibilité en eau à l'échelle des territoires et puis l'impact hein, de cette disponibilité sur les prélèvements agricoles.
Voilà donc pour le contexte. Donc la logique, c'est d'avoir un cycle de webinaires. Donc on va en avoir toute une série. On vous donnera la programmation donc à la fin de ce webinaire. On veut avant tout renforcer le dialogue entre les communautés, alors, hydro-agro notamment, chercheurs opérationnels. Euh, et puis, l'idée, c'est d'avancer dans ce diagnostic des outils, ceux qu'on peut appliquer, ceux qui restent encore à développer, bien identifier les besoins des opérateurs, bien évoquer aussi les verrous et les avancées de la recherche. L'idée étant de définir ensemble des perspectives pour avancer donc sur cette question. Voilà, maintenant, je apprécie quelques mots de présentation de la chaire. Donc, je passe la parole à Sami Bouarfa, donc, qui est également coordonnateur scientifique de la chaire pour INRAE. Merci Gilles. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de voir qu'on est 67 participants, donc voilà, ça nous fait bien plaisir de pouvoir parler à autant de monde, même si on ne vous voit pas à l'écran. Je pense qu'on se connaît un tout petit peu tous. C'est un peu le réseau qui s'est un petit peu construit, notamment dans le cadre de la chaire, autour de ces enjeux eau et agriculture. Bon, des enjeux qui ne cessent de monter à l'agenda scientifique, politique, et ça ne fait que se renforcer. Donc, d'où on pense l'intérêt de poursuivre vraiment des travaux sur la question. Et donc, moi, je voulais juste, avant que Julie et Bruno n'interviennent, vous donner quelques éléments aussi sur l'actualité INRAE en partenariat avec la chaire, en partenariat aussi avec l'ACTA. Je ne sais pas si les collègues de l'ACTA et notamment d'Arvalis sont présents, parce qu'on lance une initiative qu'on a appelée Défi Recherche Innovation sur intitulé Nouveaux outils de pilotage des ressources en eau, où très très rapidement, hein, il s'agit de regarder un petit peu comment finalement, face au changement climatique, les territoires agricoles français, leurs besoins en eau d'une part, et puis d'autre part la capacité des hydrosystèmes à fournir cette eau et les conséquences que ça peut avoir aussi sur ces mêmes hydrosystèmes par rétroaction. Et donc, c'est aller au-delà de ce qu'on a fait dans Explore 2, où il s'agissait de regarder les débits non influencés. Là, l'idée, c'est de réfléchir aux besoins en eau des territoires agricoles et donc des conséquences que ça a sur les hydrosystèmes au travers d'une forme de chaîne de modélisation qu'on va essayer de mettre en place. D'où l'idée aussi de faire ces webinaires autour je dirais, des outils entre guillemets euh, particuliers ou élémentaires qui feraient partie de cette chaîne de modélisation, à commencer aujourd'hui par les outils de demande en eau agricole que vont vous présenter Julie et Bruno. Et donc les 5 séminaires vont aussi dans cet esprit de regarder à la fois la demande, à la fois la partie technico-économique portée par Arvalis, à la fois aussi ce que les hydrologues qui travaillent sur l'hydrologie de l'Anthropocène ont à nous dire sur les questions d'hydrologie influencée par les prélèvements en eau agricole, comment on en tient compte, de quel type de données on dispose et on ne dispose pas. Donc voilà la logique générale. Pour certains d'entre vous, nous aurons un atelier en juin, mais peut-être que Valentine nous en dira un petit mot tout à l'heure. J'ai le plaisir de laisser la parole à Julie et Bruno. Donc Julie qui est chercheuse au sein de l'UMR Agir, Agroécologie, Innovation et Territoire à Toulouse. Julie Constantin et Bruno Cheviron, physicien au sein de l'UMR Géo, qui vont nous présenter de manière voilà, concertée et harmonieuse euh, les, les deux outils Optirig et Styx, et de voir comment ils se parlent l'un à l'autre, qu'est-ce que fait l'un, qu'est-ce que fait l'autre, etc. Et donc, on vous laisse la parole. Merci Samy, merci pour l'invitation. Merci Julie pour la participation à la présentation, à la préparation de cette présentation. Donc, on commence le cycle de webinaire avec un
premier épisode qui s'appelle Des modèles de culture pour calculer les besoins en eau et piloter l'irrigation. Voici le plan qu'on vous a préparé. On commence par livrer une vision systémique, l'irrigation comme levier direct de la gestion de l'eau agricole, mais aussi l'existence de leviers indirects, plus ou moins puissants. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme usage des modèles de culture pour calculer les besoins en eau et piloter l'irrigation? Quelles sont les questions en arrière-plan? Quelques diapos sur une description de Styx, ensuite quelques diapos sur une description d'Optirig. Ensuite, une vision commune des bénéfices attendus de l'usage des modèles, soit individuellement, soit en couplage ou en articulation, ce qui serait encore mieux. Ensuite, une diapo un petit peu technique sur les aspects documentation et accès au logiciel. Et puis une dernière diapositive qui va parler des projets structurants, donc des gros projets de l'Institut qui vont solliciter les deux modèles. Et puis les directions de développement des deux modèles, dont certaines sont spécifiques et d'autres communes. Et quelques annexes qu'on vous laissera quand vous aurez la présentation à disposition. Donc, vision systémique. Donc, l'irrigation, c'est le levier le plus direct de gestion de l'eau agricole. En fonction de la disponibilité de l'eau, on va identifier des scénarios d'irrigation qui s'appuient sur des ressources principales ou des ressources complémentaires. Ça va se traduire par des règles de décision à appliquer au système qui nous intéresse. Mais il y a un certain nombre de leviers plus ou moins indirects, des scénarios de modèles agricoles. Quelle va être la part de l'élevage dans la gestion des ressources? Qu'est-ce qu'on va faire comme choix des cultures et des systèmes de culture sous l'angle sélection variétale ou bien transition du conventionnel à l'agroécologique, avec des effets combinés sur les propriétés des sols et les propriétés des cultures. Ensuite, dans une vision très large des scénarios de politique publique, avec des arbitrages à faire entre les grands types d'usage de l'eau, ce qui se traduit pour nous par une série de réglementations, d'aides, d'incitations ou de contraintes qui vont influencer les règles de décision. On se place forcément sous des hypothèses climatiques, avec une rétroaction sur la disponibilité de l'eau, mais aussi des influences directes sur les systèmes qu'on modélise. Et ces systèmes sont des systèmes sol-plante-atmosphère qui sont modélisés par des modèles de culture, dont le pas de temps nominal, disons, est la journée, mais les intérêts se situent à un autre pas de temps beaucoup plus large qui est plutôt celui de la saison. Quant aux échelles d'espace, on opère à la parcelle, mais en sachant très bien que l'échelle de gestion, c'est l'exploitation, et que les échelles des territoires sont cruciales également et impliquent d'autres types de modélisation. Donc, les modèles produisent des sorties qui sont d'une part journalières pour le suivi de la dynamique des variables, mais saisonnières plutôt pour les indicateurs. Et il y a un certain nombre d'objectifs associés à l'irrigation, de respect de quotas, de production d'un rendement suffisant pour assurer la viabilité économique. D'autres types d'objectifs, plutôt de type efficience, productivité, critères de performance. Et plus récemment, encore des objectifs d'un autre genre, plutôt de type sobriété, empreinte, service contre disservice, dans une vision plus élargie. Et les stratégies d'irrigation sont là pour essayer de ménager tous ces objectifs à la fois. Donc, dans ce qu'on évoque là, il y a bien une articulation, un couplage à trouver entre des modèles de culture et des modèles d'irrigation, ou des modèles capables de faire les deux. Mais il y a un certain nombre d'écueils et de points à avoir en tête. On a besoin de valider les modèles avec des données, contre des données, essentiellement les variables journalières des modèles à valider contre des données. Donc il y a toute une logique de métrologie du système sol-plante à mettre en place. Et quand on se lance dans cette aventure-là, on se rend compte qu'on décrit les situations forcément imparfaitement. Donc il y a des incertitudes dans les descriptions qu'on peut opérer, qui se traduisent par de la dispersion dans les prédictions des modèles, et donc de la difficulté à identifier quelles sont les bonnes stratégies, ou éventuellement de la difficulté. Donc le match, c'est vraiment stratégie contre incertitude, sachant qu'on a également un élément perturbateur supplémentaire, qui est l'existence de contraintes personnelles et ou matérielles, en plus des contraintes réglementaires qui sont édictées. Donc toute une série d'imprévus qui viennent compliquer l'identification et la mise en œuvre de ce qu'on juge être les bonnes stratégies. Pour en venir explicitement à la commande,
Donc des modèles de culture pour calculer les besoins en eau et piloter l'irrigation. Vous avez vu dans les dessins précédents où se situaient les modèles de culture et de quoi il s'agissait quand on parle de piloter l'irrigation. Par contre, la notion de besoin en eau, elle n'est pas du tout définie de manière absolue. Elle ne va pas de soi et elle demande à être définie en fonction d'un contexte. Et un contexte, c'est un ensemble d'éléments, une culture, un sol, un climat, une cible de rendement, une stratégie d'irrigation et diverses contraintes. Je passe la parole à Julie. Oui. Donc, je reprends la main. Donc, voilà, cette notion de besoin en eau, on voit qu'elle dépend de tous ces facteurs. Et c'est là où c'est intéressant de mobiliser des modèles de culture parce que justement, ces modèles, ils simulent le fonctionnement des cultures et ils vont simuler les conséquences des variations du milieu, donc du sol, du climat, de la disponibilité en eau, les effets du système de culture sur la production agricole et son environnement. Après, des modèles de culture, il en existe beaucoup de sortes, avec des niveaux assez différents de complexité qui vont représenter plus ou moins de processus. Et l'objectif qu'on vise va orienter le choix de tel ou tel modèle. Donc, par exemple, on va avoir des modèles qui sont plutôt des modèles complexes, qui vont vraiment décrire plutôt les processus, avec des explications mécanismes qui vont plutôt servir à faire de la synthèse de connaissances acquises, à tester des hypothèses, à faire du diagnostic d'un fonctionnement de système pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, quelles ont été les périodes de stress, que ce soit uniquement hydrique, mais ça peut être aussi sur d'autres dimensions comme l'azote, la température, etc. Ils peuvent aussi servir à faire du pronostic de l'impact des modifications du système. Et puis ensuite, peut-être avec des modèles un peu plus simples, un peu moins compliqués, plus pour la communication, l'enseignement, le conseil et les outils d'aide à la décision, avec des outils un peu plus clés en main, un peu moins compliqués à mettre en œuvre aussi et qui demandent moins de données d'entrée. Et donc là, on a fait le choix de vous présenter deux modèles qui sont un peu sur ces deux volets. Donc le modèle Styx que je vais vous présenter qui va plutôt essayer de répondre aux trois premiers objectifs. Donc, vraiment à la base un modèle de recherche pour synthétiser, tester des connaissances. Et du coup, le modèle optérique que Bruno vous présentera ensuite, qui lui est vraiment ciblé sur le pilotage de l'irrigation. Et on essaiera de voir quelles sont les synergies entre les deux. Donc, le modèle Styx, c'est un modèle à pas de temps journalier. C'est un modèle qui va faire de l'interception-conversion du rayonnement. Donc, il intercepte l'énergie lumineuse, il la transforme en biomasse via sa surface foliaire. Et ensuite, selon la phénologie de la culture, les stades phénologiques qu'on atteint, on va redistribuer le carbone et l'azote dans les grains au moment du remplissage des grains, par exemple. Et il va faire tout ça sous l'effet des stress hydriques, azotés, essentiellement. Donc, c'est un modèle qui va simuler à un pas de temps journalier le bilan d'eau et toutes ses composantes, le bilan d'azote et le bilan du carbone. Et ça, sous l'effet du climat, du sol, des pratiques culturales et du système de culture. Donc, il y a pas mal de cultures qui sont déjà paramétrées dans le modèle, donc qui sont fournies avec le modèle. Donc, on a des cultures annuelles en culture principale, donc du blé, du maïs, du colza, de l'orge, du tournesol, du soja, du pois, par exemple. Des cultures intermédiaires aussi pour essayer de représenter des systèmes un peu plus agroécologiques, comme de la moutarde, du raie gras, de la veste, de la févrole. Le modèle est aussi capable de représenter des cultures pérennes comme les prairies, la vigne, le miscanthus. Il a la particularité de pouvoir faire ces cultures, les cultures annuelles et les cultures pérennes, sur plusieurs années. Voilà, on peut faire des simulations sur une trentaine d'années, par exemple, pour la dynamique de la matière organique. En termes de pratiques que le modèle simule, donc on a une partie sur l'irrigation. Donc soit c'est de l'irrigation qui est fixée en avance dans l'itinéraire technique, donc on lui fournit des dates et des doses d'eau. Soit on a une option d'irrigation automatique qui va être beaucoup moins poussée que ce qui est fait dans OptiRig, mais qui va permettre de choisir la période à laquelle on irrigue, donc soit entre deux dates, soit entre deux stades de la culture. On va lui déterminer les doses minimales et maximales qu'il peut apporter pour chaque apport d'eau et un niveau de stress hydrique de déclenchement. Donc c'est vraiment le niveau de stress de la culture qui va déclencher l'irrigation. Donc on n'a pas forcément de contraintes matérielles, par exemple, pour l'irrigation. Après, on a d'autres pratiques qui vont être représentées, comme la fertilisation minérale et organique azotée, la gestion des résidus de culture, s'ils sont laissés en mulch, exportés, enfouis dans le sol, les opérations de travail du sol. On a aussi l'option de faire du drainage artificiel
par rapport à tout ce qui concerne l'eau dans le modèle. Donc voilà, très rapidement, le modèle il simule le bilan hydrique assez classiquement avec des entrées de pluie et d'irrigation et il va simuler la transpiration, l'évaporation, le ruissellement de surface et le drainage. Et le sol est représenté comme un réservoir qui va se remplir d'eau selon des humidités caractéristiques de capacité au champ, de point de flétrissement, selon des horizons pédologiques. Et en fait, l'eau va circuler dans le sol centimètre par centimètre jusqu'à, par exemple, remplir le sol et produire du drainage au fond du profil, avec une option de remontée capillaire aussi, de remontée de nappe qui est possible dans le modèle. Donc, très très brièvement, la description du modèle. J'ai choisi 3 exemples pour montrer un peu quel type de résultats on pouvait sortir avec le modèle sur l'eau. Donc là, c'était dans le cadre d'un projet CASDAR qui s'appelle Cultiver 3 cultures en 2 ans dans le sud-ouest. Donc un projet 2019-2023 et c'était sur l'intérêt d'introduire du soja ou du tournesol en double culture. Donc derrière une orge ou un blé par exemple et de calculer les besoins en eau d'irrigation. Donc vous avez sur la carte les 7 sites du sud-ouest sur lesquels on a fait des simulations avec des climats futurs, avec un scénario climatique 8.5 de mémoire. Donc vous avez ici d'abord le tournesol sur les 7 sur les 7 premières barres et le soja sur les mêmes sites. Et on voit par exemple très bien que la biomasse du tournesol, elle est assez peu impactée par l'irrigation, donc qui sont les barres qu'on voit en bleu. Donc on a assez peu de gains de faire cette irrigation sur tournesol la plupart du temps. Par contre sur soja, on voit très nettement qu'il y a plusieurs sites où on a vraiment un intérêt à faire de l'irrigation, mais voilà, avec des niveaux autour de 100 mm, donc pour une double culture, une culture dérobée. Donc ça donne un peu des niveaux qui seraient nécessaires pour atteindre des rendements intéressants dans ce cas-là. Le deuxième exemple que j'ai choisi, on change un peu d'échelle et on est moins sur l'irrigation, c'est quel serait l'impact d'une généralisation des cultures intermédiaires multiservices sur l'évaporation et le drainage à l'échelle du bassin Adour-Garonne. Dans le cadre de la thèse de Nicolas Meyer. Donc là, on a fait un scénario de la situation actuelle où en gros il y a des cultures intermédiaires dans les zones vulnérables nitrates selon les règles de la directive, donc avec des fréquences assez faibles. Et on peut calculer du coup avec le modèle les volumes évapotranspirés en haut et drainés en bas. Et on regarde l'impact d'une généralisation des cultures intermédiaires avec des fréquences d'introduction nettement supérieures sur l'ensemble du bassin. Et on peut quantifier l'augmentation de l'évapotranspiration et la réduction du drainage, et donc potentiellement l'impact sur la recharge des nappes. Un troisième exemple, cette fois à l'échelle de l'Europe, qui était sur un projet Légumes Gap sur l'insertion du soja dans les systèmes de culture en Europe. Et donc l'idée, c'était de voir un peu le potentiel qu'on pouvait attendre du soja sur une très large gamme de situations en Europe. Donc on a fait des simulations d'introduction du soja dans de la rotation blé-maïs. Donc on a fait des rotations blé-maïs-soja en irrigué, en pluvial et dans un climat actuel et futur. Et donc on a quantifié dans un premier temps le rendement pluvial attendu par rapport au rendement potentiel en climat actuel, en climat futur, qui montre voilà l'impact notamment sur les latitudes les plus au sud, le fort impact de ne pas irriguer avec des rendements très très faibles, mais des potentiels de rendement très hauts. Et on a pu quantifier les niveaux d'irrigation nécessaires, donc moyens sur le graphique avec les boîtes à moustaches. On voit qu'en moyenne, on est à 100 mm sur l'ensemble des sites testés, mais qu'on a des sites où on peut monter à des besoins en eau de presque 800 mm d'irrigation quand on est très au sud. Et donc, ce que nous a montré cette étude, c'est qu'avec le scénario futur, on augmentait de 26% les besoins d'irrigation et essentiellement dans le sud. Donc, voilà, très rapidement, ce sont un peu des exemples de types de résultats qu'on peut générer avec ce modèle-là. Je laisse la main à Bruno pour poursuivre sur Optirig. Merci. Donc, je reprends sur Optirig, qui est un modèle volontairement simple, voire simpliste par rapport à la description des processus biophysiques et qui fait la part belle aux stratégies d'irrigation. Donc, vous avez les deux composantes du modèle, la partie biophysique et la partie stratégie à l'écran dans le schéma. Je vais commenter brièvement les principaux éléments. Donc, pour la partie biophysique, c'est un modèle à temps thermique qui contrôle le développement de l'indice foliaire et l'enracinement. La gestion des flux est faite par deux réservoirs qui coexistent. Un réservoir d'évaporation dont la profondeur est dictée par la structure et la texture du sol,
un réservoir de transpiration qui correspond à l'enracinement. Le stress est calculé comme un déficit de transpiration qui affecte l'indice foliaire et la biomasse. Et le rendement est calculé comme le produit entre biomasse et indice de récolte, dans le cas général et avec quelques cas particuliers pour les différentes cultures qu'on peut avoir au catalogue. L'accent est mis sur la partie irrigation, donc on peut découper la saison culturale en un certain nombre de périodes indépendantes, c'est-à-dire qui possèdent des règles propres. Dans chacune de ces périodes, on va choisir une famille de stratégies. On peut aussi ne pas irriguer, mais si on irrigue, on choisit dans une de ces familles. Donc soit un calendrier prescrit, soit un tour d'eau strict, soit un tour d'eau avec une règle de report, soit un déclenchement au seuil. Pour les déclenchements, donc on se donne une variable critère. Par exemple, ça peut être le niveau de remplissage de la réserve. Pour les apports, on choisit soit une dose, soit une cible. Une dose, par exemple 30 mm, ou une cible, c'est un niveau de remplissage, typiquement. Et puis, on a la possibilité d'appliquer toute une série de contraintes et d'embêtements, un quota saisonnier, et puis des contraintes qui apparaissent au gré des impératifs personnels ou matériels, ou des contraintes légales ou réglementaires, contre lesquelles on va chercher des stratégies qui permettent de naviguer et d'obtenir des résultats escomptés. Les données d'entrée du modèle sont les forçages climatiques locaux, tant qu'à faire, en particulier pour la pluie, les informations sur l'itinéraire technique, des descriptions plus ou moins poussées du sol. On fonctionne à minima avec le triangle des textures, mais si on a des meilleures indications de la réserve utile, c'est très bien. On a besoin de la profondeur aussi du sol. Le modèle a besoin de paramètres plantes, mais ceux-là ne sont pas vraiment à fournir par l'utilisateur. Donc, c'est les temps thermiques qui correspondent aux différents stades. Et des paramètres de modèle qui décrivent la nocivité du stress, par exemple, on va plutôt les trouver dans les bases de données tirées des essais précédents. Ensuite, je voudrais vous amener sur un élément méthodologique et de manière de voir qu'on cherche à promouvoir à travers Optirig, mais qui est peut-être un peu plus général. C'est la fonction de production généralisée pour représenter le lien qui existe entre l'eau, la stratégie et le rendement. Sous-entendu, quelle est l'importance de la chronique? Si on commence par regarder la situation en pluvial, pour le même cumul de pluie, on peut obtenir des rendements complètement différents. Donc vous avez en point vert le rendement qu'on a obtenu avec une chronique de pluie réelle. Au début, une pluie très forte qui peut-être a même causé de l'érosion. Ensuite, des périodes de sécheresse entrecoupées de pluies insuffisantes. Si on avait eu une dynamique des pluies qui correspondait à peu près aux besoins des plantes, on aurait obtenu pour le même cumul un rendement bien meilleur. Ben, c'est le même raisonnement qui s'applique pour l'irrigation. Vous voyez en point vert le rendement obtenu avec une chronique d'irrigation réelle, quelque chose qualifié de référence. Après analyse, on se rend compte que la première des irrigations était peut-être inutile. Ensuite, la quatrième était sans doute un peu tardive. Et puis la cinquième était peut-être même évitable. Dans une meilleure stratégie qui conduit au point bleu, on n'aurait pas irrigué quand le sol était encore suffisamment bien rempli. On aurait repris l'irrigation au bon moment et on se serait abstenu en sachant qu'une pluie était annoncée. Donc l'importance de la chronique. Je vais intercaler une illustration dans mon discours, c'est celle du projet dit PTGE, qui est une commande du ministère de l'Agriculture, dans laquelle on doit croiser un très grand nombre de situations, disons, un certain nombre de cultures, des types de sols, des scénarios climatiques, des stratégies, des contraintes, pour voir quel rendement on peut obtenir pour quels besoins en eau. Donc comment on opère? On commence par se donner des scénarios climatiques régionalisés sur des petites régions agricoles. C'est notre point de départ. Et ensuite, pour chacune de ces petites régions, on croise les autres déterminants du rendement. Donc on produit un très grand nombre de simulations, presque 1 milliard. Il va falloir faire appel à un cluster. Il y a toute une architecture technique et une logique de fonctionnement qui a été mise au point dans l'équipe et qu'on pourra réutiliser. Tout ceci pour produire des scénarios sur chacune des régions, mais aussi éventuellement pour projeter ces scénarios dans le cadre de représentation que je proposais. Pour reprendre ce cadre et aller un petit peu plus loin,
Dans cette manière de représenter les choses, on peut aussi positionner des objectifs. Donc on sait très bien qu'on a une cible de rendement, qui est peut-être un objectif contractuel ou de viabilité. On a aussi la nécessité d'utiliser moins qu'un quota, qui est peut-être encore diminué par des restrictions qui surviennent au cours de la saison. Et on se donne ou on peut se donner un objectif de performance, de type par exemple productivité de l'irrigation, c'est-à-dire surcroît de rendement qu'on va obtenir en irriguant. Et en croisant ces différentes contraintes, on identifie une zone cible. Et c'est dans cette zone cible qu'il faut atterrir avec la stratégie d'irrigation. Donc dans l'exemple que j'ai donné, on a utilisé une très bonne stratégie puisqu'on a produit plus qu'un rendement visé, on a satisfait un critère d'efficacité, on a utilisé moins qu'un quota restreint. Et on a même fait un petit peu mieux que ça, puisqu'on a utilisé une stratégie qui s'est avérée parcimonieuse en période de crise, donc ce qui la rend peut-être récompensable si on rentre dans une logique économique de paiement pour services environnementaux, par exemple. Et elle a été adaptée aux contraintes diverses que j'ai fait apparaître en rouge, donc des moments où on n'avait pas le droit d'irriguer ou pas la possibilité d'irriguer. Donc finalement, vous voyez apparaître dans ce dessin ou réapparaître dans ce dessin des éléments qui ont été mentionnés précédemment comme des éléments de contexte, des éléments un peu systémiques. Et donc l'idée, tous les éléments sont casés dans ce dessin-là. L'idée, c'est de voir comment on peut utiliser des modèles de culture pour atterrir dans la zone cible. Donc Stix ou OptiRig ou les deux. Alors j'insiste sur le fait que cette vue d'ensemble, c'est un peu plus que ça en fait. C'est une manière de voir, c'est une manière de présenter le problème. Elle est orientée haut, clairement. Et l'hypothèse implicite, mais pas tant que ça en arrière-plan, c'est que la gestion de l'eau est prépondérante. Donc on peut représenter à bon droit la situation sous l'angle du besoin en eau en X et du rendement en Y. Julie, Donc, à toi. ouais, oui, pour revenir du coup sur les deux modèles et les bénéfices attendus sur l'usage des modèles dans le cadre qu'on vient de vous présenter. On a du coup le modèle Stix, donc qui est un modèle historique et de référence pour l'agronomie, donc a été développé à INRAE depuis une trentaine d'années en collaboration avec beaucoup d'unités, notamment du département agroécosystème, aussi en collaboration avec le CIRA, l'Université de Jean Blou, Agri-Food Canada. Il y a de nombreux processus biophysiques et physico-chimiques qui sont finement décrits et pas uniquement sur l'eau, donc sur d'autres dimensions. La paramétrisation, elle est assez complexe pour introduire de nouvelles cultures, mais il y a des jeux de paramètres qui sont fournis par défaut, qui sont disponibles avec le modèle lui-même. Et le modèle, il vise pas à optimiser l'irrigation, il peut essayer de prédire l'irrigation qui serait nécessaire pour avoir une culture bien alimentée en eau ou moyennement alimentée en eau. Mais voilà, il vise pas à optimiser l'irrigation comme le ferait OptiRig. Par contre, il va simuler l'impact de la stratégie d'irrigation qu'on lui donne ou qu'il simule lui-même, conjointement à d'autres impacts agro-environnementaux. Et je pense notamment à des questions d'évolution de la matière organique des sols, à des questions de drainage, de lixiviation des nitrates, d'émissions de N2O, etc. Après, là, par rapport à OptiRig, ce qu'il pourrait faire, c'est récupérer les stratégies dans OptiRig pour simuler tous ces impacts supplémentaires. Et OptiRig est lui un modèle de culture et surtout d'irrigation qui est plus récent, en tout cas qui a été reformulé très récemment. On ne décrit que les processus biophysiques principaux. Donc ça veut dire qu'il y a une paramétrisation parcimonieuse du système sol-plante. Par contre, il y a de nombreux paramètres de contrôle de l'irrigation. Et l'objectif du modèle, ça va être plutôt de comparer les effets des différentes stratégies envisageables, en particulier devant les incertitudes qui existent dans la modélisation des systèmes. Et Optirig va plutôt prendre Stix comme validation de ce qu'il dit au niveau agronomique. Et le développement est fait ici à Géo, donc au sein du département Aqua. Et sur cette diapo, on a essayé d'imaginer un cas d'usage combiné des deux modèles. Donc la partie amont, c'est qu'on va piocher des informations dans une base de données agronomique partagée, qui reste en partie à constituer. Et la constitution de cette base de données est un très gros enjeu.
identifié depuis pas mal de temps, mais qui débloquerait beaucoup de situations. Pour assembler des données, il faut faire de la métrologie. Et je saisis l'occasion de glisser que c'est une réflexion en cours côté géo. On a pas mal de sollicitations sur le sujet. Disons que ces conditions sont combinées et remplies, et on travaille sur une culture donnée dans des contextes variés. Donc on va considérer que ce que va dire Ptirig au niveau agro est validé par STIC, ce qu'on a pris comme caution agronomique. Et donc on va entrer dans une logique d'utilisation un peu récurrente et intensive d'Optirig qu'on peut presque utiliser comme une calculatrice. Donc je crédite Guy Richard pour ce bon mot il y a quelques mois dans une réflexion commune. Qu'est-ce qu'on va faire de ce bon mot? C'est utiliser Optirig pour explorer des contextes parce qu'il tourne rapidement pour une culture donnée en ciblant les questions liées à l'eau et essayer d'identifier les stratégies qui conviennent par rapport à la gestion de l'eau et s'en tenir là. Et du coup, à partir de ces travaux-là, ce qu'on peut imaginer en articulation avec Styx, ce serait donc de prendre les stratégies d'Optirig et de travailler sur les meilleures stratégies identifiées ou des stratégies assez contrastées, et pour pouvoir réaliser plus une évaluation multicritère des performances de ces stratégies, donc sur les dimensions eau, azote, carbone, gaz à effet de serre, et faire des évaluations à des échelles un peu supérieures en termes de temps, donc voilà, sur du temps plus long dans des contextes de changement climatique et à l'échelle de rotation, grâce au calcul de variables agronomiques un peu plus élaborées. Et après, on peut voilà, imaginer de passer sur d'autres modèles pour explorer d'autres échelles. Ce ne sera pas l'objet de ce séminaire-là. Pour l'accès à ces deux logiciels et à leur documentation, donc les deux sont des modèles avec un code source qui est ouvert. Donc vous avez les liens ici, qui a des packages R qui permettent de les utiliser. Ils ont tous les deux des sites web dont vous trouverez le lien puisque le PowerPoint il sera diffusé, et avec d'un côté des formations bisannuelles pour le modèle Styx qui sont annoncées sur son site web et des formations plus au cas par cas pour Optirig. Et vous avez en dessous un petit rappel des cultures simulées que je vous ai déjà présentées pour Styx, et pour Optirig, donc les cultures disponibles sont le maïs, soja, sorgho, blé, pommes de terre, betterave. Et voilà, s'il y a besoin de faire d'autres cultures, il y a toujours un peu le nerf de la guerre pour les modèles, c'est de collecter des données expérimentales pour pouvoir valider les modèles, les éprouver, les améliorer en continu, parce que c'est un processus itératif entre les expérimentations et les modèles. Et pour finir, peut-être le point sur très rapidement des projets structurants, les prévisions de développement sur les deux modèles. Donc, on en a parlé un petit peu. Les deux modèles, ils sont identifiés pour essayer de répondre aux défis recherche et innovation sur les pilotages de la ressource en eau comme des outils potentiellement intéressants pour cet outil plus opérationnel. Il y a aussi une étude qui démarre à la DEPE, donc la Direction de l'expertise scientifique collective de la prospective et des études, d'INRAE à la demande du ministère de l'Agriculture, pour traiter de la question d'une agriculture résiliente et bas carbone en 2050. Donc l'idée, c'est de faire des scénarios à l'échelle de la France entière pour essayer d'atteindre la neutralité carbone en 2050, mais qui seraient adaptés aussi aux conditions climatiques de 2050 et notamment la raréfaction de la ressource en eau. Et donc avec une évaluation des performances agronomiques, économiques et hydriques et environnementales de ces scénarios. Si on parle ensuite un peu des développements autour des deux modèles, donc autour du modèle Styx, on travaille dans le cadre notamment d'un projet Baguera sur mieux représenter la dynamique hydrique des sols en agriculture de conservation, parce qu'on sait que ça modifie les propriétés hydrauliques des sols, le fonctionnement de vidange et de remplissage du RU, du réservoir utilisable. Et donc, c'est des points qu'on aimerait améliorer dans les modèles. On a aussi des travaux, et ça c'est valable pour les deux modèles, sur le contexte en agri-photovoltaïsme. Côté Styx, on réfléchit à essayer de pouvoir simuler l'irrigation avec une ressource limitée de façon assez simpliste, juste avoir un volume d'eau en début de simulation. Côté Optirig, plutôt la prise en compte d'un stockage dans des retenues, par exemple, ou d'autres systèmes de stockage.
Et sur le deux modèles, il y a des réflexions autour d'un couplage avec des modèles d'érosion pour mieux prendre en compte ces phénomènes et aussi de stress par excès d'eau pour mieux prendre en compte les effets des fortes pluies et le fait qu'il y ait des épisodes intenses de pluie qui vont se multiplier avec le changement climatique. Donc voilà, on voit des points communs entre ces deux modèles avec quelques spécificités, mais voilà, d'où l'intérêt d'essayer d'articuler aussi les travaux. Je vous remercie pour Merci votre beaucoup. attention. Merci Julie.